Dans le domaine du parachutisme, ceci est un saut d'exhibition ou d'entretien. Mais pour en arriver là, plusieurs étapes ont dû être franchies. La première et la plus fondamentale, la formation parachutiste de base qui est couronnée d'un brevet, le diplôme qui certifie qu'un militaire est un parachutiste. Sur le terrain, les corps parachutistes sont des corps d'élite qui jouent les premiers rôles dans une opération militaire. Le parachutisme, c'est à la fois un sport, c'est à la fois un mode de transport. Donc pour nous parachutistes, c'est un procédé en fait de mise à terre pour pouvoir exécuter des missions particulières. Donc en utilisant la troisième dimension, c'est-à-dire les airs, donc ça nous permet de nous affranchir de toutes les élongations. Hein, on n'est pas soumis aux axes. Voilà. Et on peut se déplacer très rapidement également. Par essence, les troupes parachutistes sont les troupes de la première urgence ou de l'ultime recours. Voilà, donc première urgence parce que très rapidement ils peuvent être mobilisés, ils peuvent être amenés au moyen de la troisième dimension, enfin assez loin. Voilà. Et ultime recours parce que de par leur entraînement, c'est des gens qui sont en mesure d'exécuter des missions particulières. Le saut para, c'est un moyen de mise à terre qui permet donc aux militaires d'accéder à des zones sur lesquelles on ne peut pas avoir accès par voie routière. Au vu de ces missions, n'est pas parachutiste qui veut, car en plus d'être militaire, il faut des prérequis. Il faut d'abord une sélection au niveau des corps de troupes aéroportés. Ensuite, il y a une visite médicale d'aptitude à effectuer le saut. Et par la suite, nous effectuons à notre niveau, à l'école même, un test d'aptitude qui nous rassure que les éléments sont en mesure d'effectuer le saut para. Ensuite, suivre une formation d'apprentissage. Voilà. Et à l'issue de cette formation, les stagiaires sont déclarés aptes à remplir des fonctions de parachutistes. Et ensuite, chez les parachutistes, il y a plusieurs sections. Donc la première section pour ceux qui sont dans la pratique, et la deuxième section pour ceux qui ne sont pas dans la pratique. Et ensuite, régulièrement, il y a un certain nombre de prérequis ou un certain nombre de choses à faire pour entretenir les qualifications qu'on a déjà. Toutes ces conditions réunies, la sélection des potentiels parachutistes faite, le regroupement des stagiaires se fait ici au 25e régiment parachutiste commando basé au camp Ouézin Koulibaly de Bobo Dioulasso où la formation se déroule en deux grandes étapes toutes à terre. D'abord ici, dans une maquette d'avion, les manœuvres y sont menées exactement comme dans un avion de saut para. La montée dans l'avion, les attitudes à adopter et le saut. Il est temps de sauter. Allons les copains avec nous. Debout. Relevez les chaînes. Notre stimulation, c'est de les préparer au niveau de la maquette, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions pendant les sauts. Nous les préparons de façon à contrôler l'effectif à embarquer dans l'avion, de manière à pouvoir les larguer sur la zone de saut ou sur plusieurs zones de saut, si c'est une grande étendue. Les consignes données, c'est comment embarquer le déplacement dans l'avion et la sortie en position. Après cette étape, vient la seconde, couramment appelée la suspension. Et ça se passe là. Le parachute, dès qu'il quitte l'avion, il compte 331, 332, 333 pour l'ouverture de son parachute. En ce moment, il y a certaines opérations qu'il doit faire à faire les tours d'horizon. Sachez bien que vous ne sautez pas seul. 2 tours d'horizon. Là, tu fais le tour d'horizon à droite pour voir les vasins qui sont à ta droite. On fait le tour d'horizon à gauche pour voir les vasins qui sont à ta gauche. Ici, j'ai un groupe de 26 élèves. Sur cet atelier,
nous les apprenons le cas de la descente normale, c'est-à-dire ce que le parachute doit faire de l'avion jusqu'au contact avec le sol. Les opérations que le parachute doit faire, c'est ce que nous les montrons ici. Nous avons plusieurs opérations. Premièrement, nous avons le cas de la descente normale. Dès qu'il quitte l'avion, il a un temps donné qui est 3 secondes pour l'ouverture de son parachute. Au bout des 3 secondes, son parachute est ouvert et il doit faire certaines opérations. La première opération consiste à vérifier sa coupole. La vérification de la coupole, c'est voir le bon ordre de fonctionnement de son parachute, à savoir si son parachute n'a pas d'incident majeur. La deuxième opération, il saute avec ses camarades. Donc il doit tourner pour voir la position de ses camarades, qui est la deuxième opération qui consiste les tours d'horizon. Après les tours d'horizon, il est obligé de tomber sur une zone. À l'avance, on les détermine dans quelle zone il doit tomber. On les montre certains obstacles, on les montre les points où il doit aller se regrouper, on les montre tous les obstacles qui sont autour de la zone afin qu'ils prennent en compte pendant les sorties. La quatrième opération, on cherche la dérive. La dérive, c'est chercher la direction du vent. Parce qu'en parachute, le vent n'étant pas à négliger, parce que c'est ça qui conditionne le rouler au sol. Donc quand il sort, il doit savoir où le vent l'amène, afin de se préparer pour son atterrissage au sol. Cet appareil aussi, c'est un appareil effectivement qui donne la direction du vent. Parce que c'est une mâche à air, on a essayé de construire un truc qui représente cette mâche à air. La mâche à air, c'est un tissu en forme d'entonnoir. Donc quand il est fixé, le vent qui rentre dedans envoie la queue vers sa direction. Donc ça donne aussi la direction du vent. Pour les parachutistes qui voient cette position, ils savent d'où vient le vent. Et à partir de cet instrument, ils peuvent s'orienter également. Et ensuite, nous avons les tractions. Les tractions, c'est prendre deux commandes de même côté ou bien voisin et tirer, descendre les mains à hauteur des épaules. C'est exercer une force sur le parachute afin de pouvoir déformer le parachute. Et cette déformation consiste soit à diminuer la vitesse du vent. Parce que le parachute, quand il sort, il est ouvert, il a une vitesse propre de 3 mètres secondes. Mais maintenant, si on exerce cette traction, on peut diminuer cette vitesse de 3 mètres secondes aussi. Au cas contraire, si tu fais mal, tu peux l'augmenter aussi de 3 mètres secondes. Donc on apprend aux hommes afin qu'ils sachent quelle bonne traction ils doivent faire pour ne pas augmenter. C'est comme si tu es sur ta moto, si tu pars doucement, même si tu tombes, c'est moins. Mais quand tu accélères fort, si tu tombes, tu vas te blesser. Donc en parachute, c'est le cas. Et enfin, nous faisons la position d'atterrissage. Et la position d'atterrissage, c'est l'exercice final pour prendre contact avec le sol. En moyenne 4 semaines d'entraînement au sol et 1 semaine de saut pour les b.a.-ba. Et ça dépend maintenant des niveaux qu'on cherche à atteindre. À l'issue d'un mois de formation, les élèves para peuvent maintenant aller à l'examen. Un examen qui va déterminer qui est admis, qui ne l'est pas. Ce lundi 3 octobre 2012, à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso, les candidats au brevet de parachutiste sont dans le starting block. Pour le brevet de parachutisme, on a un certain nombre de sauts à effectuer, c'est 6 sauts. Un peu partout dans le monde, c'est la même chose. Alors ces 6 sauts-là, ça comprend à la fois des sauts que nous appelons sauts lisses. Les sauts lisses, ça veut dire sans charge, des sauts avec charge, des sauts la nuit, puis des sauts en utilisant certains matériels spécifiques pour les connaître. En général, s'ils se blessent, ou les cas de refus de saut. Voilà, quelqu'un qui refuse vraiment de sauter, en général, on ne va pas le forcer. Donc en principe, est déclaré et admis celui qui a validé ces 6 sauts. Si on fait cette option-là, il faut un chef d'avion et minimum 2 monos pour les vérifier au sol. Et c'est peut-être des shooters. Pour l'examen de cette année 2012, la hiérarchie militaire travaille en collaboration avec les EFS, les éléments français au Sénégal,
qui ont mis à sa disposition le CASA 235. Sur le tarmac, les élèves para sont sereins. L'ambiance est plutôt à la recherche de la motivation. Chacun sait ce qu'il doit faire et tous sont conscients des risques potentiels qu'ils encourent. Le moindre faux pas, la moindre erreur pouvant être fatale dans le parachutisme, les moniteurs ne lésinent pas sur les consignes et ne se lassent pas de les répéter. Le parachute est bien. Évaluez, qu'est-ce que vous faites? Première opération. Vérification de la coupole. Vérifiez la coupole. Bien. C'est une tablette. Il ne faut pas déplier les pieds comme ce que vous avez fait hier. C'est bon? Rupture de la SOA. 2. Voilà, multiple incidents. C'est compris. Allez, bonjour la gare. Allez. C'est nous qui équipons les élèves, on les vérifie, on fait la fiche d'embarquement et ensuite on conduit les élèves à l'avion. En fait, on les rappelle les consignes au cas où s'il y a ouverture du parachute ventral. Parce que bon, c'est des élèves, à chaque embarquement, il faut les rappeler les consignes pour l'ouverture du parachute ventral. C'est ce que j'étais en train de faire. Les commandements, bon, quand nous arrivons ici, d'abord c'est distance para ouvrir. Ensuite, nous avons la vérification, essayage, former les faisceaux. Et ensuite, nous avons s'équiper. Et ensuite, le commandement qui suit, c'est demi-tour droite. Et puis ensuite, pour les passages, le premier passage, le 12, de l'avant vers l'arrière, numéro de vous, le premier dit 1 jusqu'au dernier, il dit son numéro et il dit fin du câble A. C'est nous qui les avons pris du début jusqu'à la fin. Nous, ce qu'on leur donne comme conseil, bon, c'est tout ce qu'ils ont appris pendant l'entraînement au sol. Rien n'est à négliger. Parce que dans le parachutisme, la moindre erreur, cas grave. Voilà, surtout déchirure de la voile, il faut automatiquement ouvrir son parachute ventral. Et ensuite, à l'atterrissage aussi, il faut serrer les pieds, voilà, pour ne pas avoir une fracture. Bon, c'est ma première fois, notre deuxième passage, puisque le premier c'était hier. Voilà, on a le moral en tant que militaire. On fait pour vraiment les besoins de l'armée, on est confiant. C'était une découverte et c'était vraiment bien. C'est ma première fois de sauter. Actuellement, ce jour, nous sommes au deuxième passage. On a vu ce qui s'est passé hier, on est un peu confiant. Et on se donne plus de morale pour supporter tout ce qui se passe. Et on sait que ça va aller. Il faut chaque fois essayer d'appliquer à la lettre ce qu'on nous a donné comme conseil. Et puis ça paye. Depuis le début du stage jusqu'à aujourd'hui, on sent que c'est un résumé qu'on pratique depuis l'avion jusqu'à l'atterrissage. Et il faut appliquer correctement. Et selon les conseils, on a confiance et on sait que ça se passe bien. À l'entrée de l'avion, les examinateurs inspectent une fois de plus les équipements et matériels constitués d'un parachute ventral, d'un parachute dorsal et le casque. Tout est passé au peigne fin avant que les élèves para ne prennent place à bord du CASA 235 des EFS. Ceci sous l'œil bienveillant de la hiérarchie militaire du 25e régiment parachutiste commando, garante de ses soldats. L'avion peut à présent mettre le cap sur le ciel de la zone de saut du camp Wezin Koulibaly. Tout ce qui a été appris dans la maquette sur Terre est religieusement reproduit ici dans le ciel.
400 mètres, c'est l'altitude moyenne de saut pour les élèves para à ce stade. Une fois que l'avion atteint cette altitude, le largage peut s'effectuer. Ô Michel, patron des pas, trempe nos cœurs de hardiesse, conduis nos pas joyeux, pour le devoir tout près de nous. Guide-nous sur les durs sentiers, et garde-nous de nos détresses. Ô Michel, patron des pas, trempe nos cœurs de hardiesse. Ô Michel, ange chevalier, lave nos cœurs dans l'onde pure, fais-nous loyaux et droits, et valeureux en tes tournois. Pour servir, fais-nous être prêts, et défends-nous de tout parjure. Ô Michel, ange chevalier, lave nos cœurs dans l'onde pure. Ô Michel, ange des guerriers, arme nos cœurs de sainte audace. Ta main venge les cieux, arrache-nous au campeur. Laisse-nous résolus et fiers, sangle nos chairs dans les cuirasses. Ô Michel, ange des guerriers, arme nos cœurs de sainte audace. Dans la zone de mise à terre, tout se passe bien ce jour-ci. Nous retrouvons l'élève para Palais Ange qui, comme ses camarades, vient de réussir son atterrissage. Après ce saut, bon, je sens que commence à prendre une petite habitude et la confiance aussi s'installe. Ça fait de la fierté de se retrouver en sain et sauf, grâce à Dieu, au sol. Voilà, et selon ce que je vous ai dit là, on a appliqué tout ce que nos moniteurs nous ont dit et voilà, tout s'est bien passé aussi. Si tu appliques ce qu'il dit, tu ne souffres pas en tout cas. En tout cas, ce qu'ils m'ont dit, c'est ça que j'ai appliqué jusqu'à ici à l'aile. C'est notre deuxième saut comme ça. Cet examen se tient dans la semaine de la célébration de la Saint-Michel, le saint patron des parachutistes. Une occasion pour les chuteurs, ces parachutistes aguerris, de faire des sauts d'exhibition et d'entretien. Les shooters, c'est des gens qui sautent à une altitude un peu plus haute avec un type de parachute différent. C'est des parachutes de type L qui leur permettent de faire de la dérive sous voile. En fait, la différence entre les deux types de parachutes, donc le parachute hémisphérique, permet la mise à terre avec un minimum de risque. Les combattants pour leur permettre d'accomplir leur mission. Et les shooters, c'est des gens qui sont organisés et qui dérivent pour aller accomplir certaines missions, en général derrière les lignes ennemies. Voilà. Donc c'est des gens qui sautent à très grande altitude. Ils peuvent sauter de nuit, ne pas se faire déceler, à des endroits où on ne les attend pas. Comme ils peuvent voyager, ils peuvent faire des dérives de plus de 15 km sous voile. Donc à l'issue, ils vont enterrer leur matériel et puis exécuter une mission de type commando, ensuite s'exfiltrer. Pour la sélection des shooters, il n'y a pas que la partie saut, mais il y a également cette partie physique et intellectuelle. En l'air, ce qu'il y a déjà, il faut être soi-même d'abord. Il faut rester soi-même, zen, si je me permets le terme. Alors être lucide
parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir chuter. Faire de la chute libre, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être éveillé, être lucide et suivre attentivement votre descente avant l'ouverture de la voile. Je pense que c'est le moment crucial. Et dès que la voile est épanouie, bon, le reste vient. Très fier de moi, très content, parce que le saut il s'est bien passé. Et c'est mon métier, je l'adore, j'aime bien sauter. Depuis ma sortie d'école d'officier en 2009, j'ai opté personnellement dans ma demande que je vais être parachutiste. Et ce qui a été accordé par le commandement. Et je suis content de ça. J'ai commencé à sauter, disons, la chute libre depuis 1994. C'est une passion pour moi depuis que je suis là. Et chaque fois qu'on saute, c'est avec plaisir. Voilà. Et quand on manque de saut déjà, on ne se sent pas. Voilà. C'est comme un musicien veut chaque fois chanter, être sur la piste. Alors, parachutiste, c'est toujours aussi, on a envie d'être chaque fois en l'air. Voilà. Et chaque fois que bon, ça traîne, qu'on ne saute pas, bon, on en manque quoi. Hé, les gars à votre gauche, quittez. Restez là-bas. J'ai commencé le saut en 84, mon saut de brevet. Ensuite, j'ai commencé la chute en 87. C'est que j'ai la passion de cette activité et ça me tient à cœur. Je ne peux pas. Voilà pourquoi je suis dedans. Malgré quand même le temps que j'ai passé dedans, je n'ai jamais cessé d'avoir envie de sauter. Je vis des moments intenses de plaisir pendant le saut. Nous sautons habituellement depuis 1987. Mes altitudes de saut varient de 1500 à 3500. Dans ces derniers temps, c'est à haute altitude qu'on saute. C'est aussi l'occasion pour les civils d'admirer leur armée, ces nageurs du ciel, ces surfeurs de l'air. C'est mon apprenti qui dit qu'il n'a jamais vu le saut para. Bon, j'ai profité de l'amener. Quand je suis venu, bon, effectivement, ça m'a plu et vraiment, je suis très très satisfait. Je suivais ça depuis à mon enfance. Si je regarde comme ça me fait plaisir. Si je deviens grand, je vais être un parachutiste. Au terme du brevet de parachutiste de cette année 2012, 89 stagiaires sur 90 ont été admis. Le seul stagiaire recalé a été victime d'une fracture à la jambe après un saut.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale. Après une année de transition, quelquefois émaillée de crise, les Burkinabés ont été appelés aux urnes ce 29 novembre 2015. Ils sont plus de 5,5 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale pour désigner le prochain président du Faso et les membres du futur Parlement. Les autorités de la transition ont eux aussi glissé leur bulletin de vote dans la matinée de ce 29 novembre. Le président Kafando et le premier ministre Zida ont salué la tenue de ces élections qui devraient amener le Burkina Faso à une vie constitutionnelle normale. Et pour vous faire vivre la journée électorale, nous retrouverons tout au long de cette édition spéciale nos équipes déployées dans les 4 coins du Burkina. Nous irons par exemple à Ouaïgouya, à Tinkodogo, mais aussi à Bobo-Dioulasso pour savoir comment ce double scrutin s'est déroulé. Aboubakar Sayon, bonsoir. Bonsoir Peggy Ouedraogo, bonsoir chers téléspectateurs. On ouvre ce journal avec le déroulement du scrutin dans la ville de Ouagadougou. On dénombre plus de 2500 bureaux de vote dans le cas d'Ogo et dans la majorité, les bureaux de vote ont ouvert à l'heure. Cependant, quelques bureaux de vote ont ouvert avec un retard. Le constat avec Kwale Nebie et Ini Janine Kambiri. Ce sont des électeurs en colère massés devant l'école Wen Manégré, abritant 7 bureaux de vote. Ils disent être présents depuis 5h30 pour accomplir leur devoir civique. Il est 9h30 à l'heure où l'équipe de reportage arrive à ce centre. Toujours rien. Il manque les bulletins pour la présidentielle. Le président est passé. Il a demandé aux votants de voter les législatives, laisser leur carte d'électeur, repartir et revenir voter le reste, mais ils ont refusé, ils sont repartis. Jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé. Les gens attendent et puis ils sont fâchés, ils sont énervés. Des électeurs fâchés qui dénoncent ce qu'ils qualifient de magouille organisée. Jusqu'à 7 bureaux de vote, il n'y a même pas présidentiel et on dit de voter député en attendant pour venir voter. Est-ce que quand on met la main sur l'encre, est-ce qu'on peut revenir encore, revoter encore? Ça, c'est pas possible. C'est une magouille qui ne dit pas son nom. Une élection qui a été reportée. Ils ont eu suffisamment de temps. Et puis chaque fois à la télé, on nous dit que non, tant d'organisations a donné tant de milliards pour le financement des élections. Et actuellement, on est là, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas jusqu'à combien de bureaux de vote. Donc, on vote pour les deux. Sans les présidentielles, nous n'avons pas voté les législatives. Nous sommes clairs. Nous comptons sur la CENI. Nous voulons une élection transparente. Avec ces cas-là, nous doutons déjà sur la transparence des élections. Je vous remercie. Voilà. À l'école Tendwende, avec 5 bureaux de vote, le scrutin a débuté à 8h50 et à 7h à l'école Zemstaba 2. Un retard